Un deux mots de votre personnalité, Erwan. Deux mots. Donc, je m'appelle Erwan Castel, j'ai 52 ans. Je suis français de Bretagne et je viens de Guyane française où j'exerçais le métier de guide en forêt amazonienne. Auparavant de ce métier de forêt équatoriale, j'étais officier dans l'armée française pendant 15 ans. Et suite à cette première partie d'officier, en fait, j'ai conservé une observation attentive des conflits dans le monde. Lorsque le conflit a éclaté en Ukraine avec la crise du Maïdan, j'ai ressenti que c'était pas une guerre et une crise comme les autres, mais qu'il s'agissait en fait d'un choc de l'histoire qui frappait l'Europe en plein cœur et qui était en fait une confrontation entre les États-Unis et la Russie. Donc dans un premier temps, du fond de la Guyane, j'ai essayé de participer à la réinformation, car la guerre de la communication est vraiment la plus importante dans cette crise. Donc j'ai tenté de relater la vérité à travers des blogs et des groupes sur les réseaux sociaux d'Internet. Donc par la suite, il y a deux dates importantes dans l'histoire de cette crise ukrainienne. Il y a d'abord la date du 1er mai 2014 avec le massacre d'Odessa, et ensuite la date du 1er juin, un mois plus tard, avec le bombardement de Lugansk. Donc quand la crise prend la dimension d'une guerre directe et génocidaire contre le Donbass, en fait j'ai pris la décision de venir dès que possible physiquement donc sur ce territoire pour témoigner sur place et essayer d'aider les gens du mieux que je peux. Donc il m'a fallu d'abord liquider 15 ans de vie professionnelle, fermer ma société et ensuite me rendre physiquement disponible pour venir via Paris, Moscou, Rostov jusqu'à Donetsk. Donc je suis arrivé à Donetsk il y a 8 mois et depuis 8 mois en fait je me suis mis à disposition de l'armée de la République de Donetsk pour prêter main forte à la résistance, tout en continuant en fait à réaliser du mieux que je peux mon travail de réinformation sur le net. Le gouvernement français il est soutien de la junta de Kiev. Et comment vous ressentez être de l'autre côté de la ligne de front? En fait, je ressens deux choses. Enfin, cette situation, je la ressens sur deux niveaux. Un niveau personnel et ensuite un niveau géopolitique. Donc la première chose, c'est que lorsque j'étais officier de l'armée française, c'était pendant la guerre froide, et j'étais spécialisé dans le renseignement militaire. Et donc j'étais en fait en face en train d'observer le pacte de Varsovie. Et aujourd'hui, je suis passé à l'Est, et j'observe les forces de l'OTAN qui agressent la Russie à travers l'Ukraine. Donc j'ai pu m'apercevoir en fait de l'effet de la propagande que je subissais à l'époque, puisque depuis 8 mois je découvre le monde russe grâce à la population du Donbass, grâce à mes camarades de l'armée de la République qui pour la plupart m'apprennent le russe mais aussi les traditions russes. Et donc je m'aperçois qu'il y a eu depuis la Deuxième Guerre mondiale une occupation américaine de l'Europe avec une division des peuples d'Europe dans les intérêts, pour servir les intérêts américains. Et le deuxième point, en fait, qui est lié à cette géopolitique, c'est que la France, pendant un temps, a su préserver une certaine indépendance, notamment avec le général de Gaulle, mais que depuis les derniers présidents de la République, on s'aperçoit qu'il y a un retour de l'État français dans la ligne menée par l'OTAN et les États-Unis, et que ce retour, en fait, s'exprime par un asservissement, un esclavage complet, tant sur le plan économique, politique ou militaire. Donc la politique française actuellement est une grande honte, puisqu'en fait, en dehors de sa prise de position, la France n'est absolument plus maître de sa propre voix, mais n'est que finalement un perroquet et ne fait que répéter les ordres de Washington.
l'exemple du Mistral qui a été payé par la Fédération de Russie et que sur ordre de Washington, la France a refusé de livrer, en est le parfait exemple. Donc pour obéir aux intérêts américains, la France est prête à trahir en fait les règles fondamentales du droit économique et du droit international. Donc la fonction que nous avons ici, volontaires français, nous ne sommes pas nombreux, ce n'est pas nous qui allons faire changer quelque chose au destin de la guerre, mais nous sommes ici aussi pour marquer par notre présence la différence qu'il y a entre des gouvernements que nous estimons absolument pas représentatifs du peuple et le sentiment général des Français vis-à-vis de la Russie, c'est-à-dire d'un peuple frère appartenant à une Europe commune. Et c'est vrai que le plus grand travail, en fait, pour moi, la guerre la plus importante est une guerre qui se mène sur le terrain de l'information, puisque le système américain, en fait, a très bien compris le monde orwellien, c'est-à-dire que le pouvoir s'assoit essentiellement sur un contrôle des médias. On assiste en France à un contrôle total des médias par un petit groupe de personnes qui sont vraiment liées aux intérêts du nouvel ordre mondial. Et c'est très difficile en fait de réveiller les Français, de leur montrer que la vérité est vraiment ailleurs que dans leurs télévisions. Et comment par rapport de situation ici pour les Français, est-ce qu'ils sont aveugles sur la situation, ils n'intéressent pas qu'est-ce qui se passe ici? Et après ça, par exemple, dans votre blog que vous menez, qu'est-ce que vous pouvez apporter vers les gens qui s'intéressent? C'est compliqué, parce qu'en fait, il y a une propagande américaine qui a été distillée d'une manière lente depuis en fait la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a déjà le modèle américain qui est représenté comme le meilleur au monde. On parle toujours des droits de l'homme, de la démocratie, de l'American Way of Life, à travers les films. Un grand spectacle, on essaye de présenter toujours le modèle américain, le héros américain, la culture américaine. Il n'y a qu'à voir les tenues vestimentaires des jeunes, y compris au fin fond de la Guyane d'où je viens. Ils ont un système dont le modèle est américain. Donc tout doucement, sur le plan culturel, les États-Unis se sont imposés. Après, au niveau économique, la société de consommation est complètement orientée sur des produits issus de cette culture américaine. Donc les gens sont déjà conditionnés pour avoir un regard affectif tourné vers la production américaine. Après, le discours politique, il suffit de contrôler les médias, d'asservir les gouvernements et surtout de mettre en place en Europe un système de contrôle, en fait, dont d'ailleurs l'initiateur a été le nazisme. Il ne faut pas oublier que le contrôle des peuples européens a été décidé au moment du Reich et le nazisme avait voulu créer une institution pour contrôler tous les peuples. Excuse-moi, c'est un peu long. Ouais, c'est trop. Désolé. Donc la culture qui a préparé en fait Donc une soumission à la culture, une soumission aux médias, et ensuite politiquement on a installé en Europe l'Union européenne qui est en fait un organisme de contrôle entièrement dirigé par les États-Unis. C'est un système qui avait été mis en place par le nazisme et qui a été repris avec Weinstein pendant l'après-guerre et qui aujourd'hui offre aux États-Unis un total contrôle à travers des grands administrateurs qui ne sont pas élus, mais qui obéissent en fait au système financier américain. Donc nous avons vraiment affaire en fait à une confrontation entre un monde unipolaire et un monde multipolaire. Donc un monde qui est uniquement dirigé par une pensée unique, une dictature en fait économique, industrielle et militaire, et en face donc des pays qu'on appelle non alignés, et qui en fait sont des pays qui cherchent à conserver leur indépendance et surtout leur identité. Les crises en Syrie, des côtés des insurgés, la France, c'est-à-dire il est arrivé jusqu'à aujourd'hui sur le niveau que les émigrés, ils envahissent carrément l'Europe.
Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cette situation-là pourrait se répéter ici, à Donbass? Le fait que la France, je pense qu'il n'y a pas de système fort. Les systèmes forts apparaissent lorsque les autres sont faibles. Et je pense que le grand travail qui est mené aujourd'hui par le nouvel ordre mondial est d'affaiblir en fait les pays qui ne sont pas alignés. Donc on les affaiblit économiquement par des blocus, on les affaiblit par le chaos, c'est le cas de la Syrie, ou on les affaiblit aussi par une dissolution culturelle de leurs identités. Donc on peut lier les trois phénomènes, hein. On peut avoir des phénomènes qui sont consécutifs les uns aux autres, mais le but aujourd'hui est d'affaiblir les identités fortes. Je ne pense pas que la situation soit comparable. On voit très bien le peuple syrien qui résiste d'une manière assez héroïque depuis maintenant 6 ans, parce que le peuple syrien, malgré différentes confessions religieuses, différentes ethnies qui le composent, a su développer en fait un patriotisme qui est supérieur en fait à ces différences. Donc là, on a un os. En fait, les États-Unis sont rentrés dans un morceau avec un os qui est difficile à avaler, c'est l'unité syrienne. Donc dans le Donbass, en fait, le problème il est à peu près identique, bien que d'un autre domaine. Dans le Donbass, on a affaire au peuple russe. Et le système, le nouvel ordre mondial, a rencontré ici, dans le Donbass, un peuple qui est uni, qui est fier de ses origines et surtout qui a gardé une identité combative exceptionnelle. Quand l'amour de la tradition est plus important que l'amour des intérêts, on ne peut pas soumettre un peuple. Et dans votre blog que vous menez, et par exemple, est-ce que c'est difficile, les gens qui visitent votre blog, est-ce que c'est difficile de leur faire comprendre la situation qui se passe ici ou pouvoir mettre l'idée qu'il pouvait changer son point de vue sur la situation? Je pense que déjà le travail de réinformation que j'essaye de mener depuis plus d'1 an maintenant, je tiens à ce qu'il soit apolitique. C'est-à-dire que je me place toujours sur un plan métapolitique. J'essaye pas justement de présenter des solutions, mais plutôt d'apporter des questions. Je pense qu'il est plus important que les gens trouvent eux-mêmes les réponses. Et on essaye plusieurs administrateurs m'aident dans ce travail. On essaye de partager un maximum d'informations venant de beaucoup d'horizons différents, à la fois des horizons politiques, des horizons ethniques, des horizons religieux, vraiment sur le problème du Donbass et de l'Ukraine, et avec des perspectives historiques. Ce qui est important, c'est de faire parler les cartes et de faire parler l'histoire. Je vais prendre 2 exemples. Si on regarde par exemple à la chute du mur donc, qui séparait l'Europe lorsque l'Union soviétique s'effondre, il y a un pacte qui est donné à Berlin où il est question de l'abandon du pacte de Varsovie et de l'abandon de l'OTAN. Or, si le pacte de Varsovie s'est arrêté, l'OTAN, lui, a continué. Et le système de l'OTAN est devenu un système agressif. On le voit très bien avec la guerre en Yougoslavie. Et il suffit de regarder une carte pour voir que les bases militaires de l'OTAN ne cessent chaque année quasiment d'avancer vers la Russie. Donc on voit bien que là, il y a une politique hégémonique et surtout agressive sur le plan industriel et militaire. Donc les cartes parlent d'elles-mêmes. Ensuite, sur le plan historique, et ça c'est important pour montrer que ce conflit n'est pas uniquement un conflit ukrainien, mais vraiment un conflit européen, c'est de montrer l'importance stratégique de l'Ukraine dans l'histoire de l'Europe. L'Ukraine est un pivot stratégique qui, depuis la fin du XVIIIe siècle, en fait, a été repéré par la puissance économique du moment, qui est l'Angleterre, comme étant le point d'entrée, finalement, pour bloquer la Russie. Donc l'importance de ce pivot stratégique européen qu'est l'Ukraine a permis, en fait, aux puissances dominantes de la mer, les thalassocraties, de développer la théorie du containment, c'est-à-dire la théorie de l'encerclement de la Russie. Cette théorie de l'encerclement de la Russie, on va la vivre au début dans le gouvernement Pitt à la fin du XVIIIe siècle,
quand l'Angleterre cherche à rouvrir la route de la soie, puis progressivement au XIXe siècle, puis au XXe siècle, donc avec les théories McKinnon et Mackinder. Donc on voit un système américain qui est en train de s'effondrer, malgré tous les bruits et les guerres qu'il déclenche à travers le monde. On sait très bien qu'il y a un proverbe russe qui dit « c'est quand un monstre se noie qu'il fait les plus grosses vagues ». Je crois que nous sommes en train d'assister à cela concernant le système mené par les États-Unis. Et donc, parallèlement à cet effondrement du système américain, on voit une Russie qui, en assumant complètement l'héritage de l'Empire et l'héritage soviétique, en fait, une Russie qui est en train de se restaurer. Sous la houlette du président Poutine, on voit une Russie, une grande fédération qui redevient un État fort à travers le monde et qui peut réaliser un contre-pouvoir justement à l'hégémonie américaine. Donc c'est pour ça que les États-Unis, fidèles à tous les grands systèmes qui s'effondrent, ne savent pas se remettre en cause et réalisent ce qu'on appelle une fuite en avant, en essayant d'emmener le monde dans un chaos total à travers la Syrie, l'Afrique du Nord, pour, dans un dernier effort, essayer de sauver leur système. Je pense qu'on assiste à la fin d'un cycle et que peut-être la nouvelle ère qui s'annonce sera également celle d'une nouvelle théorie politique dont l'objet sera les peuples d'Europe qui, un peu partout, au milieu du chaos, essayent de renaître et de revendiquer leur héritage historique et naturel. Alors on peut dire qu'un combattant de ce côté de la ligne de front, c'est-à-dire vous essayez de refaire l'identité française, c'est-à-dire de se débarrasser de la main des Américains. Tout à fait. Je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. Il y a d'une part, effectivement, que la France, mais aussi tous les autres pays d'Europe, retrouvent leur souveraineté et leur indépendance vis-à-vis des États-Unis. Ça, c'est une première chose. Et que, d'autre part, ces pays, ensemble, peut-être, essayent de redéfinir ce que pourrait être une Europe de demain, c'est-à-dire une Europe qui respecte les peuples la composant. À ce titre-là, le modèle qui est présenté et qui est défendu au niveau de la Fédération de Russie devrait servir d'exemple pour peut-être l'Europe de demain, c'est-à-dire créer une grande fédération de l'Europe occidentale qui serait partenaire de l'Eurasie, avec la Russie comme partenaire privilégié. Mon identité est française, mes racines sont bretonnes. À ce titre-là, la France peut apparaître comme ma patrie, le pays de mes pères, mais l'Europe, pour moi, est ma matrie, le pays de ma mère dans le sens de la civilisation. Et je considère qu'avec la Russie, nous partageons en fait un socle de civilisation commun et une terre commune. Combien de temps vous allez être encore ici? Est-ce que c'est être dur loin de sa patrie? Le temps, moi déjà, je compte rester jusqu'à la victoire, minimum. Je me suis engagé dans une guerre, c'est pas un safari, c'est un engagement total et je conçois que cet engagement doit aller jusqu'au bout et jusqu'à la conclusion de la guerre et de la crise. Le fait d'être loin de sa patrie, oui, ça peut créer parfois des moments de nostalgie, des moments de... pas de tristesse, mais de besoin, de voir sa famille, de voir son pays. Mais en même temps, ici, aujourd'hui, je me sens chez moi. Dans le sens où j'ai été tellement bien accueilli par le peuple du Donbass. J'ai découvert un pays extraordinaire au niveau de sa population, des gens d'une grande dignité, d'un grand courage. Et au sein des unités militaires de la République de Donetsk, je trouve qu'il y a une réelle fraternité qui est absolument exceptionnelle. D'autant plus que, ne parlant pas la langue, on a conscience d'être quelque part aussi un handicap pour nos camarades, mais qui savent très bien le compenser par la chaleur humaine.